sorte de soulagement fiévreux, parla de ses études abandonnées, de la physique théorique, de sa passion pour les mathématiques qui sous-tendent l'art de mesurer le temps. Jean-Claude l'écouta sans l'interrompre. Quand Hervé eut fini, le vieil horloger resta silencieux un long moment, le regard perdu dans la flamme d'une bougie. Puis, il commença à parler à son tour. Sa voix était basse, passionnée. Il ne parla pas de technique, mais de l'âme du métier. Ce fut une longue et magnifique complainte, la défense d'un monde en voie de disparition. Il transforma la rhétorique du VRP qu'il avait autrefois moqué en un hymne à la gloire de l'artisanat. La voie royale du commercial, c'est la départementale, disait l'autre. Commença T. avec un sourire triste. Ma voie royale à moi, ça a été ce bout de bois, cet établi. Les gens comme Duval, ils ne comprennent pas. Ils voient des pièces, des coûts, des délais. Ils ne voient pas la vie qu'il y a là, dedans. Il prit une platine de montre sur son établi, la fit tourner entre ses doigts. Tu vois ça? C'est pas juste du laiton. C'est des siècles de savoir. Des générations de types comme nous qui sont cassés les yeux pour trouver le bon angle, le bon alliage, la bonne courbe. Il y a une honnêteté là dedans, Hervé. Une morale. Un rouage, ça ne ment pas. Soit il tourne juste, soit il tourne pas. Il n'y a pas de compromis. Il parla pendant près d'une heure. Il parla de la beauté d'un balancier parfaitement équilibré, du chant d'un ressort qui se détend, de la satisfaction de redonner vie à un mécanisme silencieux. Il ne se plaignait pas de sa vie passée dans la solitude de l'atelier, comme un vendeur se plaignant de ses nuits dans des hôtels de bord d'autoroute. Au contraire, il affirmait que c'était là, dans cette solitude qui s'était enrichie humainement, au contact de la matière, dans un dialogue silencieux avec des horlogers morts depuis 300 ans. Ils veulent tout remplacer par des machines, par des ordinateurs, conclut-il, sa voix brisée par l'émotion. Mais une machine n'a pas de main, elle n'a pas de cœur. Elle ne peut pas sentir la petite résistance qui te dit que quelque chose ne va pas. Ils sont en train de tuer le geste. Et quand on aura tué le geste, on aura tué l'homme. Quand il se tut, le seul bruit fut de nouveau le hurlement du vent. Dans l'obscurité de l'atelier, deux hommes venaient de se révéler l'un à l'autre. Le maître avait découvert le génie caché de son apprenti, et l'apprenti avait vu l'âme passionnée du poète sous l'écorce rugueuse du maître. Une connexion profonde, authentique, s'était établie, une connexion que des années de travail côte à côte n'avaient pas réussi à créer. Cette nuit-là, dans le froid et la neige, il n'était plus seul. Chapitre 8. Le dévoiement. La vérité, comme souvent, se révéla par hasard. Quelques semaines après la nuit du blizzard, Eliane dut se rendre à la mairie pour régler un problème de permis de construire pour le garage de sa maison. Pendant qu'elle attendait, debout près du comptoir du service de l'urbanisme, elle entendit des bribes d'une conversation entre deux employés. Ils parlaient du grand projet de chalet de luxe sur le terrain de la vieille manufacture. Le sang d'Eliane se glaça. Elle fit semblant de consulter un plan affiché au mur, tendant l'oreille. Les mots promoteur, démolition, vue imprenable sur la vallée la frappèrent comme des coups de poing. Prise d'une intuition soudaine, elle demanda à consulter le plan de zonage du quartier. L'employé, la connaissant, le lui montra sans méfiance. Et là, ce fut l'évidence. Le terrain de l'atelier, classé depuis toujours en zone artisanale, venait de faire l'objet d'une demande de reclassement en zone constructible. La demande avait été déposée 2 mois plus tôt, par le père de Sylvain. Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans son esprit avec une clarté brutale et nauseuse. Le rachat par le groupe parisien était un mensonge, une pure invention. Le consultant, M. Duval, n'était qu'un pion, un acteur engagé pour créer un simulacre d'audit, pour produire un rapport qui conclurait à la non-viabilité de l'entreprise. C'était un écran de fumée, une manœuvre pour justifier une fermeture inéluctable. Le plan du propriétaire était diabolique dans sa simplicité, laisser l'entreprise périclitaire, accumuler les dettes, puis déposer le bilan. Une fois la faillite prononcée, il serait libre de tout engagement envers ses employés. Il pourrait alors vendre les machines anciennes et le nom prestigieux de la marque à des collectionneurs ou à des concurrents et, surtout, récupérer le terrain, désormais libre et reclassé, pour le vendre à un prix d'or à un promoteur immobilier. La colère qui submergea Eliane était froide et tranchante. Ce n'était plus une lutte contre des forces du marché abstraites, contre une fatalité économique. C'était une lutte contre une trahison. Une trahison personnelle, calculée, orchestrée par l'homme qui avait hérité de l'entreprise fondée par son propre grand-père. Un homme qui était prêt à sacrifier des décennies de savoir-faire, des vies entières dédiées à son entreprise, pour une plus-value immobilière. Elle retourna à l'atelier, le visage fermé.
Elle rassembla Jean-Claude et Hervé dans un coin, à l'abri des oreilles indiscrètes, et leur exposa les faits, sans fioriture, avec une précision clinique. Hervé l'écoutait, le visage décomposé, l'air incrédule. Il ne pouvait pas croire à une telle duplicité. Jean-Claude, lui, ne parut pas surpris. Il écouta en silence, le regard durcissant, ses mains se fermant lentement en poing sur l'établi. La nouvelle ne faisait que confirmer ce qu'il pressentait depuis longtemps, que le monde dans lequel il avait toujours vécu, un monde basé sur la parole donnée, le respect du travail et une certaine forme d'honneur était mort. La révélation d'Éliane n'était que l'acte de décès officiel. Le salaud, murmura-t-il. Ce n'était pas un cri de colère, mais un constat, lourd et définitif. Le sentiment d'impuissance qui les avait saisis après le départ d'autres collègues licenciés par le passé, ce sentiment de ne rien pouvoir faire, se transforma. Leur colère avait maintenant une cible. Le combat n'était plus perdu d'avance. Il était peu, être désespéré, mais il avait désormais un visage, un nom, et il n'allait pas se laisser liquider sans rien dire. La trahison du propriétaire venait de réveiller en eux une force qu'ils ne se connaissaient pas, la force de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Part 3, ceux qui demeurent. Chapitre 9. L'œuvre de défiance. La confrontation eut lieu le lendemain matin. Ils attendirent Sylvain dans l'atelier. Quand il arriva, souriant et inconscient du drame qui se nouait, il fut accueilli par 3 visages de pierre. C'est Éliane qui parla. D'une voix calme, presque glaciale, elle exposa les faits, la demande de reclassement du terrain, le projet immobilier, le mensonge du rachat. Elle ne l'accusa pas directement, mais chaque mot était une pierre jetée contre le mur de son innocence. Sylvain s'effondra. Il passa de l'incrédulité à la panique, puis à une honte profonde. Il bafouilla qu'il n'était au courant de rien, que son père lui avait parlé d'une restructuration nécessaire. Il était manifestement sincère. Il n'était pas un complice, juste un instrument naïf dans le plan de son père. Le voir ainsi, anéanti, n'apporta aucune satisfaction aux 3 artisans. Sa détresse ne faisait que rendre la trahison de son père encore plus abjecte. « Et maintenant, on fait quoi » demanda Hervé, sa voix à peine un murmure. « Une grève? Inutile. L'entreprise était déjà condamnée. Des poursuites judiciaires, longues, coûteuses et probablement vaines. Il n'avait aucune preuve tangible, juste les déductions d'Éliane. C'est Jean-Claude qui trouva la voie. Il s'était tu pendant toute la confrontation, le regard perdu dans le vide. Lentement, il se leva, s'approcha de son établi et prit un calibre de montre inachevé. « On va travailler, dit-il d'une voix sourde. » Éliane et Hervé le regardèrent, incrédules. « Ils veulent nous effacer, » continua Jean-Claude, sa voix gagnant en force. « Ils veulent faire de nous une simple ligne dans un bilan comptable. Ils veulent que notre histoire se termine par une faillite, une liquidation. Ils ne veulent laisser aucune trace de ce que nous avons été. » Il leva le calibre à la lumière. « Eh bien, nous allons leur laisser une trace qu'ils ne pourront pas effacer. » Son idée était simple, folle et magnifique. Ils n'allaient pas se battre avec les armes de leurs adversaires, l'argent, la loi, la ruse. Ils allaient se battre avec leurs propres armes, leur savoir-faire, leur intelligence, leur art. Ils allaient utiliser le temps qui leur restait, les matériaux encore en stock, pour créer une dernière pièce. Pas une montre pour un client, une montre pour personne, ou plutôt pour l'histoire. Une pièce unique, un chef-d'œuvre qui concentrerait tout leur talent, toute leur âme. Un mouvement de leur propre conception, d'une complexité et d'une beauté qui servirait de testament à leur heure. Ce ne serait pas un acte de protestation, mais un acte de création pure. Une affirmation de leur dignité face à un monde qui ne la reconnaissait plus. Leur réponse à la destruction ne serait pas la colère, mais la beauté. L'idée, d'abord accueillie avec scepticisme, fit son chemin dans les esprits d'Éliane et d'Hervé. Elle transformait leur défaite en un acte de résistance poétique. Elle donnait un sens à leur dernier jour dans cet atelier. Au lieu de subir passivement la faim, ils allaient la maîtriser, la sculpter, en faire leur dernière et plus belle œuvre. L'esprit d'équipe que Sylvain avait tenté de créer artificiellement avec sa journée de rafting naquit enfin, spontanément dans ce projet désespéré. Il n'était plus question de hiérarchie, de salaire, de fiche de paie. Il n'y avait plus que le maître, la polisseuse et l'apprenti ingénieur, unis dans un dernier effort de création. Leur but n'était pas de gagner, mais de laisser derrière eux quelque chose de parfait et d'impérissable. Quelque chose qui continuerait de battre, de mesurer le temps longtemps après que les bulldozers auraient fait leur œuvre. Chapitre 10. Le choix d'un fils. Ce soir-là, Sylvain rentra chez lui, dans la grande maison familiale qui surplombait le village.
La confrontation avec son père fut brève et violente. Il l'accusa, les larmes aux yeux, de l'avoir trompé, d'avoir trahi la mémoire de son propre père, le fondateur de l'atelier, le vieil